te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Le seul et unique Donald Lautrec, c'était le thème de l'expo parce que, écoute, quand j'ai ouvert le site du Journal de Montréal ce matin, je croyais que j'hallucinais. Je dis, d'après moi, j'ai mal dormi hier, j'ai mal mangé, je suis en train d'halluciner. Là, il y a un projet, c'est pas assez d'avoir le REM, là, il y a un projet de monorail qui partirait de Montréal, du centre de Montréal jusqu'au parc Jean-Drapeau. Un monorail. Exactement. En fait, Richard, juste une petite parenthèse, toi qui as probablement la même âge que moi, est-ce que tu te rappelles d'avoir été dans le monorail de l'Expo 67? Jusqu'à tout récemment, moi, j'allais avec mes enfants une fois par année à la Ronde encore, puis jusqu'à temps qu'ils le démantèlent, je faisais mon petit tour de monorail. J'aimais ça, moi. Mais je te dis, Richard, moi, j'avais 8 ans quand mes parents m'ont amené à l'Expo 67, puis je me rappelle d'être dans le monorail qui passait à l'époque dans la biosphère. Tu passais à travers la biosphère à l'intérieur. Oui. Tout ça pour te dire que c'est un peu nostalgique, c'est pour ça que je l'ai mis comme premier sujet, c'est que il y a eu un projet de monorail qui avait déjà été présenté écoute, en 2007, par la firme Solustran, qui était intéressé par ce projet-là. Mais là, tout à coup, l'ancien ministre Raymond Bachand vient de s'inscrire comme lobbyiste pour pousser ce projet-là. Donc, l'idée, c'est un projet de monorail touristique de 14 stations, près de 12 km là, qui relierait le Vieux-Montréal et le parc Jean-Drapeau. Attends une minute, là. Le Vieux-Montréal puis le parc Jean-Drapeau, c'est pas loin. Comment tu peux avoir 14 stations? Il va arrêter à chaque 15 secondes ou quoi? Oui, mais regarde le trajet qu'on a proposé, là. Il y a vraiment, c'est vraiment touristique, là. C'est au lieu de l'autobus ouvert, là, tu vas être plutôt en monorail. Et il estime que ce monorail-là, qui a 310 passagers, estimé, là, l'investissement, ça serait autour de 1 milliard de partenariat public-privé, là. Donc, écoute, je pense qu'on est rendu, là, qu'on cherche toutes sortes de projets pour relancer le centre-ville, puis relancer Montréal. Puis là, évidemment, le but, c'est évidemment de sortir les autos des îles, là. Non, mais attends, est-ce que ces gens-là savent que c'est l'hiver 6 mois par année? Je veux dire, tu sais, au mois de janvier, là, c'est quoi le trip d'aller au parc Jean-Drapeau? Au mois de janvier? Moi, je pense que l'idée, c'est que c'est pour la période touristique, là. Donc, c'est un projet qui va être vraiment ciblé pendant la période estivale. Écoute, on n'a pas plus de détails parce qu'ils n'ont pas voulu, mais ce qu'on sait, c'est que ce projet-là, déjà à la Ville de Montréal, ils sont au courant de ce projet-là. Évidemment, pour le moment, au gouvernement, personne ne dit qu'il y a eu des rencontres pour ce projet-là, mais il y en demeure pas moins que quand il y a un ancien ministre qui se met là-dedans, là, puis qu'il y a du monde qui commence à grenouiller autour de ça, c'est un projet qui finit par avancer tranquillement. Incroyable. À quand le retour du Gyrotron? C'est ça que ça prend. Reconstruire le Gyrotron, le fameux manège de la Ronde. Inflation, les barons de l'alimentation qui se sont pointés à reculons à la première réunion sur l'inflation. Bon, Richard, écoute, les données de l'inflation pour le mois d'août viennent de sortir, là, c'est 4 %. Donc, on était à 3 quelque chose au mois de juillet, là. Donc, ça veut dire que l'inflation est pas du tout stoppée. Puis l'alimentation, c'est toujours en hausse. Et là, évidemment, hier, il y a eu l'opération politique économique là, à Ottawa. On a fait venir les PDG de tous les grands détaillants en épicerie. Écoute, Métro, Loblaw, Empire qui représente IGA. Donc, Walmart était là aussi. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que à part du PDG de Métro, qui avait l'air d'avoir un sourire, toutes les autres avaient la mine basse. Parce que tu sais, des PDG, là, ils n'ont pas le goût d'être mêlés trop à la politique. Là, ils sont dans l'œil de l'ouragan présentement parce que l'inflation touche tellement les gens. Tu sais, toute la question de l'alimentation, c'est l'enjeu majeur qui est pour les budgets des familles. Et eux autres, ils sont la cible. Mais on s'entend pour dire que c'est une opération politique parce que c'est beaucoup plus complexe que juste les détaillants d'épicerie qui s'en mettent plein les poches. Tout l'écosystème là-dedans, là,
sais, qui va du prix de l'intrant jusqu'à, évidemment, à l'épicier lui-même. Il y a toutes sortes de monde à l'intérieur de ça qui prennent des marges de profit. Tu sais, on a les transformateurs alimentaires, les fournisseurs eux-mêmes. Et là, évidemment, bon, ils souhaitent faire en sorte de leur imposer. Là, ils vont avoir quelques semaines pour délivrer ce qu'ils sont prêts à faire. Sauf que si tu prends en France actuellement, Richard, là, le ministre là-bas, là, le maire, là, lui, il a convoqué, sais-tu quoi, les 60 plus gros industriels de la France, puis il a dit, là, je veux qu'on gèle ou on baisse les prix sur 5000 produits de base dans les supermarchés. Donc là, ils sont en train de faire une liste des 5000 produits cet automne que les autorités françaises vont dire, OK, parfait, le gel va être fait. Puis ils leur demandent aussi, et tiens-toi bien, que s'il y a des baisses, tu comprends-tu, des fournisseurs, il va falloir que ça soit appliqué tout de suite au prix du détail. Ça veut dire que, par exemple, souvent, ça arrive là, que les fournisseurs baissent les prix, puis le détaillant ou l'épicier va augmenter les prix uniquement dans 4-5 mois. Ben oui. Là, ils veulent en tout de France suite. que ça soit refilé. Mais tu as lu Emmanuel Latraverse aujourd'hui qui dit il y a un éléphant là, dans le salon, puis on n'en parle pas là, concernant le prix des aliments, c'est la gestion de l'offre. La gestion de l'offre fait que les œufs coûtent plus cher, puis le lait coûte plus cher. On n'en parle pas de ça, mais c'est vrai qu'il y a un problème avec ça. Ah, c'est sûr que, écoute, c'est complexe. Années, là, ça fait 20 c'est très complexe cette affaire-là. Puis là, évidemment, au Québec, la gestion de l'offre, on s'entend pour dire que c'est lié à maintenir l'agriculture québécoise dans les régions. On s'entend là, qu'on ne veut pas se voir envahi par des produits américains ou de partout à travers le monde. C'est pour maintenir nos villages, nos agriculteurs. Donc, c'est le prix, d'une certaine façon, à payer pour maintenir l'agriculture québécoise. Mais jusqu'à quel point on est prêt à continuer ce scénario-là. Et en passant, Richard, juste te parler de la France encore. La France a annoncé hier que maintenant, les compagnies pétrolières en France, ou plutôt les essenciers, vont pouvoir vendre le prix plus bas que le prix minimum imposé par l'État. Si on a un prix minimum pour l'essence, si tu vas en bas de ça, tu peux avoir des amendes. Autrement dit, si tu veux vendre ton essence plus bas que le prix minimum qui est fixé par la régie, tu as une amende. Et en France, on a décidé de mettre fin à ça et ça pourrait réduire le prix de l'essence de 25 faisons aller les lois de la compétition, là, à un moment donné, là, c'est quand même fou. Moi, je pense qu'on devrait envoyer Philippe Champagne en France faire un tour. Là, exactement. Voir dans les épiceries pour voir comment le ministre Lemaire mène cette histoire-là. Tout à fait. Et Yves, Michel Gérard, il est bon, hein? Il est vraiment bon. Là. Toutes ses chroniques sont super bonnes. Puis là, il tape en plein dans le mille aujourd'hui. Là. Ben, écoute, c'était écrit un peu dans le ciel que si les députés se votent une augmentation de salaire de 30 puis qui est gérée par la dame qui s'occupe des négociations dans le secteur public, puis qu'elle arrive et elle dit, vous autres, là, cette année, je vais juste vous donner du 9 c'est sûr là, que ça pose des problèmes. Hein? Et donc, je me dis que ça doit être difficile. Mettons qu'il s'est tiré un peu dans le pied avec cette homme. S'il avait négocié avec les syndicats, puis après ça, il vote l'augmentation, ça aurait été peut-être plus facile. Mais il en demeure pas moins que là, dans le cadre de cette opération-là, on voit très, très bien que il y a une bataille qui va se mener. Là, les demandes, là, c'est de l'ordre de 18 sur 3 ans par les syndicats. Le gouvernement offre 9 seulement, alors que les députés se sont votés 30 Bon, je pense que ça vaut la peine que les députés soient payés, mais mettons que le timing n'était pas tellement bon. Écoute, là, tu fais ça après avoir négocié avec le secteur public, comme dit Michel, pas avant, parce que là, tu te tires dans le pied. Puis en même temps, tu sais, quand on dit il n'y a plus d'argent, je m'excuse, pendant la pandémie, on en trouvait de l'argent, là, ça poussait dans les arbres, on envoyait des chèques à des morts. Je veux dire, comme qu'on avait de l'argent, là. Mais le bémol, Richard, il faut quand même regarder le tableau que Michel a mis de comparaison de la rémunération depuis le secteur public et dans le secteur privé. On s'entend pour dire que dans la fonction publique puis parapublique, là, par rapport au secteur privé, il y a demain pour moi qu'encore aujourd'hui, ils sont bien rémunérés. Ils ont quand même des salaires pas mal plus avantageux que du secteur privé. Et la sécurité d'emploi. Et la sécurité d'emploi qui vaut de l'or actuellement. Il faut le rappeler donc... À lire la hausse de 30 du salaire des députés, une coûteuse erreur de Michel Girard. Merci beaucoup, Yves. À demain. Salut. Salut. Bye. À demain. Au plaisir. Bye bye.